D'accord. Bonjour, je suis le docteur Mabouri Diaw. Donc, je suis chargé de vous présenter le cours sur les cardiopathies rhumatismales. Ce cours devait être fait par le professeur Serigne Abdouba, chef de service de cardiologie, qui malheureusement est absent du territoire national. Les cardiopathies rhumatismales comportent deux entités. Le rhumatisme articulaire aigu, qui est le primum movens, et l'atteinte cardiaque représentée par la cardiopathie rhumatismale chronique. Le rhumatisme articulaire aigu, abrégé sous le terme RAA, est une maladie inflammatoire systémique qui est une séquelle de l'infection pharyngée par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Et cette affection est caractérisée par plusieurs manifestations, des manifestations articulaires à type de polyarthrite qui sont aiguës, mobiles et fugaces et qui atteignent les grosses articulations, d'une atteinte cardiaque sous la forme d'une cardite, d'une atteinte neurologique sous forme de chorée, mais également d'une atteinte cutanée représentée par les nodules sous-cutanés et l'érythème marginal. Quant à la cardiopathie rhumatismale chronique, qui est une forme de cardiopathie qui peut se déclarer à la suite d'un rhumatisme articulaire aigu, mais il faut noter qu'il peut apparaître à l'absence même de tout antécédent de rhumatisme articulaire aigu qui est passé inaperçu. Et cette cardiopathie rhumatismale chronique est caractérisée par une atteinte valvulaire, donc atteinte de l'endocarde, la valve mitrale le plus souvent, mais également d'une atteinte myocardique et parfois d'une atteinte péricardique. Au plan historique, il faut noter que c'est dans les années 1960 que les manifestations articulaires ont été décrites pour la première fois, mais que le tableau clinique complet a été reconnu vers la fin du 19e siècle. En effet, Bouillot, en 1835, avait déjà décrit les atteintes cardiaques, Bayot les atteintes articulaires et Sydenham la chorée. Il faut noter que c'est au début du XXe siècle, plus précisément en 1904, que Aschoff et Geppel ont décrit le granulome rhumatismal au plan histologique. Et le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, responsable donc de ce rhumatisme articulaire aigu, a été identifié en 1931 par Coburn, Collis puis Lancefield. Il faut noter que les données épidémiologiques sont rares, mais également disparates. Ceci rend difficile la comparaison des données au niveau des différents pays. Mais un paramètre est constant, et ce paramètre est représenté par la gravité de cette affection qui est retrouvée dans presque tous les pays. Au plan toujours épidémiologique, la prévalence varie en fonction des zones. L'enquête Multaf Cardio qui a été réalisée dans les années 80 retrouvait donc une prévalence de 14% donc en forêt, 21% en savane et au niveau du Maghreb retrouvait 43% en ce qui concerne la prévalence de ce rhumatisme articulaire aigu. Il faut noter qu'au Sénégal, ces cardiopathies rhumatismales représentent la première cause d'hospitalisation dans le service avec environ 25%, mais nous le verrons tout à l'heure qu'en 2007, cette prévalence était un peu plus élevée. Et c'est des hospitalisations qui sont longues et coûteuses, en moyenne variant de 3 semaines à 3 mois, et qui au plan pronostic sont grevées donc d'une lourde mortalité. Il faut noter que 13% de mortalité sont notées lors de la première hospitalisation et 80% de mortalité avant l'âge de 30 ans. Cet histogramme donc montre ici donc vous voyez que les cardiopathies rhumatismales déjà en 2007 constituaient 27% donc des patients hospitalisés et les cardiopathies rhumatismales représentaient la première cause d'hospitalisation dans le service avant l'hypertension artérielle et avant les cardiopathies ischémiques. Ces deux tableaux qui suivent montrent un peu la prévalence, l'incidence en fonction des pays. Et où nous voyons par exemple au Sénégal que cette incidence des cardiopathies rhumatismales est de 4 pour 1000. Dans les autres pays, en Inde, en Polynésie française et en Australie, nous retrouvons à peu près des prévalences légèrement supérieures.
Qu'en est-il de la cause de ce rhumatisme articulaire aigu? La cause est bien connue et fait intervenir trois paramètres. D'une part, le germe, l'environnement et d'autre part, l'hôte. En ce qui concerne le germe, il est bien connu et identifié, il s'agit du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Et l'environnement est caractérisé par les conditions socio-économiques défavorables représentées par la pauvreté, la promiscuité, mais également l'hôte est représenté essentiellement par l'enfant qui est le plus souvent prédisposé et les âges extrêmes sont représentés entre 4 et 14 ans. Au plan éthiopathogénique, le mécanisme demeure encore obscur, mais la théorie la plus en vogue est celle décrite déjà par Kaplan en 1963 et qui est la réaction auto-immune. Au plan anatomopathologique, nous l'avons dit, l'atteinte cardiaque peut toucher les trois tuniques, le péricarde, le myocarde, mais également l'endocarde, surtout l'endocarde valvulaire. Au niveau péricardique, nous avons une congestion de la séreuse péricardique, mais également les feuilles péricardiques peuvent devenir visqueux, dépolis, et qui sont comparés à des tartines de beurre qui sont décollées. On peut toujours avoir au niveau péricardique un épanchement dont l'importance et la localisation varient et sont variables. Au niveau myocardique, l'atteinte se caractérise par un myocarde qui devient mou, qui est flasque, mais qui s'accompagne aussi de dilatation des cavités auriculaires et ventriculaires. Quant au niveau endocardique, les atteintes dans le cadre du rhumatisme articulaire aigu sont caractérisées par des saillies œdémateuses formant donc un enduit fibrineux qu'on appelle des granulations verruqueuses qui siègent au niveau valvulaire. À un stade plus tardif, on peut avoir un épaississement, cet épaississement qui est blanchâtre, qui est dur, qui est plus ou moins rétractile, parfois calcifié, et cet épaississement blanchâtre est le point d'appel de phénomène thrombotique. Il faut noter toujours que en ce qui concerne l'atteinte endocardique, l'endocarde valvulaire est électivement atteint et l'atteinte peut être souvent mixte, associant un épaississement, une induration de la valve et parfois une soudure des commissures valvulaires. Sur cette image d'anatomopathologie, nous voyons donc les valves aortiques avec les trois cuspes et nous avons donc des valves aortiques qui sont épaissies, indurées avec des dépôts blanchâtres à cet endroit. Au plan microscopique, nous l'avons dit, le granulome d'Aschoff constitue donc l'atteinte pathognomonique au plan histologique du rhumatisme articulaire aigu, mais il faut noter que ce granulome est inconstant. Et ce granulome, nous le verrons tout à l'heure sur une image, est constitué de trois zones. Une zone centrale nécrotique, acidophile et édémateuse, une zone moyenne qui est constituée de cellules épithéloïdes et basophiles, et d'une zone périphérique avec des leucocytes et des lymphocytes. Donc là, nous l'avons dit, ce granulome d'Aschoff que nous voyons ici. Donc là, la zone centrale qui est nécrotique, la zone moyenne acidophile et la zone périphérique avec des lymphocytes. Qu'en est-il donc du rhumatisme articulaire aigu au plan clinique? Il faut savoir que ce rhumatisme articulaire aigu au plan clinique peut toucher tous les tissus, les différents tissus. Et en général survient 1 à 2 semaines après une infection streptococcique. Notez bien, une infection streptococcique avec le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A et est caractérisée par des signes majeurs et des signes mineurs. Les signes majeurs sont représentés par les atteintes articulaires à type de polyarthrite qui siègent au niveau des grosses articulations, au niveau des coudes, des genoux, des poignets, des chevilles, qui sont bilatérales, qui sont mobiles, fugaces. Mais également une atteinte cardiaque à type de cardite, une atteinte neurologique sous la forme d'une chorée de Sydenham, des nodosités sous-cutanées de Meynert et un érythème marginé. Les critères mineurs sont représentés par la fièvre, les arthralgies, mais également au plan électrocardiographique par un allongement de l'intervalle PR avec
un PR qui est supérieur à 20 centièmes de seconde, une augmentation de la vitesse de sédimentation des globules rouges, une augmentation de la C-réactive protéine et une hyperleucocytose. Le cinquième critère mineur est représenté par des signes d'infection antérieurs par le streptocoque bêta-hémolytique, toujours du groupe A, mais le sixième critère est représenté par des antécédents rhumatismaux personnels ou bien la présence d'une cardiopathie rhumatismale, mais cette fois-ci non évolutive. Et ces différents critères donc, de Jones qui ont été modifiés par l'OMS en 2002 et 2003 permettent d'identifier des catégories. En ce qui concerne le premier épisode de rhumatisme articulaire, en cas de récidive, on parlera de premier épisode de rhumatisme articulaire chez un patient qui présente deux critères majeurs associés à un signe d'infection streptococcique ou bien associé à un critère mineur majeur, ou bien un patient qui présente un critère majeur associé à deux critères mineurs et des signes d'infection streptococcique. On parlera de récidive de rhumatisme articulaire, cette fois-ci sans atteinte cardiaque sûre, quand le patient associe deux critères majeurs ou bien un critère mineur, ou bien un critère majeur associé à deux critères mineurs, plus des signes d'infection streptococcique. On parlera de chorée rhumatismale, de cardie rhumatismale insidieuse chez un patient qui n'a pas de critères majeurs, mais également qui ne présente pas de signes évidents d'infection streptococcique, et cependant qui présente une chorée ou bien une cardite rhumatismale. On parlera de cardiopathie rhumatismale chronique chez les patients avec une atteinte valvulaire évidente découverte lors de la première consultation, qui peut être un rétrécissement mitral, une maladie mitrale ou bien une atteinte aortique, cependant sans critère d'évolutivité, de poussée évolutive rhumatismale. Le rhumatisme articulaire aigu est classé en deux catégories. Ce qu'on appelle le cœur rhumatismal aigu, qui est l'ensemble des manifestations aiguës du rhumatisme articulaire aigu, et du cœur rhumatismal chronique, qui est dominé par les séquelles valvulaires et les atteintes myocardiques. En ce qui concerne le cœur rhumatismal aigu, sa définition rejoint celle du rhumatisme articulaire aigu. C'est l'ensemble donc des manifestations cardiaques aiguës en rapport avec un rhumatisme articulaire aigu. Quant à la cardite rhumatismale, qui est le risque majeur encouru en cas de rhumatisme articulaire aigu et qui justifie une auscultation quotidienne, voire pluriquotidienne du patient, cette cardite donc, peut toucher toutes les tuniques cardiaques, le péricarde, l'endocarde et le myocarde, soit isolément, donc, ou bien on peut avoir une atteinte des trois tuniques associées qui rentrera dans le cadre de la pancardite. Au plan anatomo-clinique, nous allons les étudier donc selon les trois tuniques. La péricardite rhumatismale aiguë, il faut noter qu'au plan clinique, c'est une affection qui est bruyante, qui est fébrile, et il s'agit le plus souvent d'une péricardite sèche, mais parfois il peut exister un épanchement, et l'évolution est favorable sous traitement en général anti-inflammatoire. Il faut noter deux phénomènes importants dans la péricardite rhumatismale qui s'accompagnent d'un épanchement. C'est l'évolution exceptionnelle vers la tamponnade, mais également la constriction qui ne survient jamais en cas de péricardite rhumatismale aiguë. Quant à la myocardite, elle est fréquente dans le cas du rhumatisme articulaire aigu, mais un caractère est important, c'est que cette myocardite est rarement patente. Parfois, elle se traduit purement sur le plan électrocardiographique par un allongement de l'intervalle PR, donc sous la forme d'un bloc auriculoventriculaire de premier degré. Mais la forme patente, quand elle existe, associe une dyspnée, un assourdissement des bruits du cœur à l'auscultation, une tachycardie, un bruit de galop et à la radiologie une cardiomégalie, c'est-à-dire un gros cœur radiologique. Quant à l'endocardite rhumatismale, donc dans sa forme commune, le diagnostic est souvent difficile, voire méconnu, d'où la recherche systématique par une auscultation, on a dit quotidienne, voire pluriquotidienne. Et cette endocardite doit être dépistée et analysée. Il faut dépister et analyser l'apparition de souffle et surtout leur caractère organique qui témoigne donc d'une atteinte rhumatismale.
Les formes cliniques sont essentiellement représentées par la pancardite, encore appelée le cœur rhumatismal malin de Trousseau, donc qui survient chez l'enfant, parfois chez l'adolescent, qui associe une altération de l'état général avec une pâleur, des sueurs profuses, une hyperthermie, et à l'examen qui retrouve des signes de lésions valvulaires évidentes. Les signes précoces d'atteinte myocardique sont possibles à type d'insuffisance cardiaque globale. L'atteinte péricardique existe le plus souvent sous la forme d'un frottement péricardique, parce que la pancardite associe une atteinte du péricarde, une atteinte du myocarde, mais également une atteinte de l'endocarde. Et l'examen retrouvera des signes cutanés de rhumatisme articulaire aigu malin qu'on appelle l'érythème marginé de Besnier, qui sont des plaques brunâtres avec un liseré rouge saillantes, plaques saillantes au niveau des segments proximaux des membres et du tronc. Vous retrouvez également des nodosités de Meynet qui sont des nodules durs au niveau des insertions tendineuses, des saillies osseuses, mais également au niveau des articulations. L'examen peut retrouver également un purpura et parfois des pétiches. L'autre tableau clinique donc, du cœur rhumatismal aigu est représenté par le cœur rhumatismal évolutif, ou rhumatisme cardiaque évolutif, ou communément appelé évolutivité rhumatismale. C'est l'évolution donc d'un processus inflammatoire qui est localisé au niveau du cœur. Le terrain, effectivement, c'est l'enfant. Il faut savoir que le rhumatisme articulaire, le terrain de prédilection est représenté par l'enfant. Parfois, c'est le réveil du processus rhumatismal ou bien qui entraîne une extension des lésions endocardiques chez l'adulte. Les signes biologiques sont représentés donc, par un syndrome inflammatoire non spécifique à type d'hyperleucocytose avec polynucléose, une accélération de la vitesse de sédimentation érythrocytaire, une élévation de la fibrinémie, une hyper-alpha-2 globulinémie, mais également une élévation de la C-réactive protéine. Il existe des signes d'infection streptococcique représentés par l'élévation des anticorps antistreptolysine O, abrégé sous le terme ASLO, les antistreptokinases, les antistreptodornases, mais ce n'est pas une seule élévation, mais plus qu'un titre élevé, c'est l'élévation progressive sur 2 prélèvements en moyenne espacés d'1 à 2 semaines qui sont spécifiques et donc qui sont évocateurs. Mais également, l'autre signe d'infection streptococcique est représenté par la mise en évidence lors du prélèvement de gorge du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Les données anatomopathologiques, on les avait décrites au tout début, sont représentées donc au niveau myocardique par le myocarde qui est mou, qui est flasque, et avec présence de nodules d'Aschoff, mais associé également à une dilatation des cavités cardiaques. Au niveau endocardique, on a une fibrose rétractile, parfois des calcifications au niveau valvulaire ou au niveau des cordes de l'endocarde valvulaire ou des cordages. Et au niveau péricardique, on a une congestion des séreuses avec des feuillets péricardiques qui sont dépolis. Il peut exister un épanchement qui est plus ou moins important, donc, dont la localisation aussi est variable. Il peut être cloisonné ou bien circonférentiel. Qu'en est-il de l'évolution de la cardite rhumatismale? Le pronostic immédiat est défavorable en l'absence de traitement, parfois même sous traitement, car la mort peut survenir en quelques semaines, mais ça c'est surtout dans les cas de pancardite où il y a une atteinte des 3 tuniques. Les cas favorables sont possibles. Il persiste cependant des séquelles, mais surtout des séquelles endomyocardiques. Après donc cette revue du cœur rhumatismal aigu, nous allons aborder le cœur rhumatismal chronique qui constitue des séquelles donc, du rhumatisme articulaire aigu au niveau cardiaque. Donc sa définition, c'est une cardiopathie qui survient à la suite d'attaques de rhumatisme articulaire aigu, en général maltraitées, donc d'angine streptococcique maltraitée qui évolue vers le rhumatisme articulaire maltraité. Donc l'évolution naturelle, c'est le cœur rhumatismal chronique, mais parfois aussi sans antécédent de cette maladie, c'est-à-dire de rhumatisme articulaire aigu, comme on en avait parlé précédemment. Et ce cœur rhumatismal chronique est caractérisé par des atteintes valvulaires, donc le plus souvent la valve mitrale que la valve aortique, mais il peut exister une atteinte myocardique.
Quelles sont les formes anatomocliniques de ce cœur rhumatismal chronique? Nous parlerons d'abord de la myocardite rhumatismale chronique qui associe en général un tableau d'insuffisance cardiaque. Un tableau d'insuffisance cardiaque gauche qui peut évoluer vers une insuffisance cardiaque globale. Donc associé à la clinique, une dyspnée, des palpitations, un assourdissement des bruits du cœur, BDC représentant bruit du cœur, un bruit de galop. On l'a dit, à la radiologie, on peut avoir donc un gros cœur radiologique, une cardiomégalie. L'échographie va retrouver donc une hypokinésie du myocarde, donc un myocarde qui est mou, hypokinétique, sa contractilité qui est réduite, et cette contractilité réduite sous le terme d'hypokinésie est diffuse. Ça, ce sera par opposition à d'autres atteintes myocardiques. Et s'y associe une atteinte de la fonction systolique du ventricule gauche. Donc, c'est-à-dire la fraction d'éjection du ventricule gauche va se trouver diminuée, de même que le volume d'éjection systolique, qui sont donc des témoins de cette altération de la fonction systolique du ventricule gauche. Le deuxième tableau clinique est représenté par la péricardite rhumatismale chronique, dont l'évolution également vers la construction est exceptionnelle. Mais ce qu'il faut redouter dans le cœur rhumatismal chronique, c'est une atteinte endocardique. Donc, sous le terme d'endocardite rhumatismale chronique, pas le terme d'endocardite infectieuse qui pourrait être une complication de ces valvulopathies, mais surtout endocardite rhumatismale chronique sous le terme de séquelles au niveau valvulaire. Donc, ce sont des valvulopathies et qui constituent la gravité de ce cœur rhumatismal chronique. Il peut s'agir soit d'un rétrécissement mitral, d'une insuffisance mitrale isolée, d'une association des deux, c'est-à-dire d'une maladie mitrale associée. Donc, un rétrécissement mitral et une insuffisance mitrale. Il peut s'agir d'une atteinte aortique isolée, insuffisance aortique ou rétrécissement aortique, ou bien d'une maladie aortique, ou bien d'une atteinte polyvalvulaire, donc associant une atteinte mitrale associée à une atteinte aortique. Sur cette image donc d'échocardiographie bidimensionnelle parasternale grand axe, nous avons donc un rétrécissement mitral représenté par les flèches que nous voyons là, donc les deux flèches qui montrent donc et nous voyons les valves mitrales, la petite valve qui est épaissie, de même que la grande valve, et la grande valve qui a un aspect coudé, ce qu'on appelle communément l'aspect en genou fléchi, et nous voyons, là nous sommes en diastole, parce que les sigmoïdes aortiques sont fermés, et là nous voyons donc l'oreille gauche, le ventricule gauche, et l'ouverture qui est réduite de la valve mitrale. Là également, sur cette image d'échocardiographie Doppler, donc associé donc une atteinte donc là nous voyons dans Doppler couleur, donc nous voyons donc les valves mitrales qui sont là, dont l'ouverture est encore réduite, donc témoin de rhumatisme, de rétrécissement mitral, mais également d'une fuite mitrale, donc d'où le terme d'une association d'une polyvalvulopathie, d'une valvulopathie mitrale à type de rétrécissement mitral et insuffisance mitrale associée chez le même patient, mais également au niveau tricuspide, nous voyons une insuffisance tricuspide. Le cœur rhumatismal chronique, quels sont les signes? On en a parlé tout à l'heure, c'est le tableau clinique en fonction de la localisation, que ce soit une localisation au niveau péricardique, myocardique ou endocardique. Nous avons donné quelques éléments. Mais également, au plan biologique paraclinique, il n'existe pas de signe d'évolutivité rhumatismale. Donc, le syndrome inflammatoire a presque disparu. Les antistreptolysines O sont normales. D'autres éléments peuvent être associés au plan biologique, une anémie, mais il faut savoir interpréter une anémie dans nos contextes, éliminer une parasitose ou bien une anémie d'autre origine. Mais d'autres formes associées comme le paludisme, donc, qui constitue une source de gravité. Il faut noter également que ce rhumatismal chronique peut survenir sur terrain particulier représenté par la grossesse, avec donc un risque assez important, notamment des risques d'accident paroxystique, d'œdème pulmonaire mais également un risque de retard de croissance intra-utérin pour le fœtus, mais également chez le drépanocytaire associé à une valvulopathie, le tableau clinique est assez trompeur souvent.
Qu'en est-il de l'évolution donc de ce cœur rhumatismal chronique? Comme nous le savons, toute valvulopathie rhumatismale qui n'a pas reçu à temps une sanction thérapeutique radicale risque d'évoluer vers des complications. Et ces complications sont à type d'insuffisance cardiaque qui peuvent être droite, gauche ou globale, d'accidents gravido-cardiaques, surtout chez la femme enceinte, surtout dans le rétrécissement mitral à type d'œdème pulmonaire. Mais ce qu'il faut redouter, c'est une greffe bactérienne donc, sur cette valvulopathie, définissant l'endocardite d'Osler. Mais d'autres accidents évolutifs divers sont possibles, à type de troubles du rythme, surtout de troubles du rythme supraventriculaire, de fibrillation auriculaire, de flotteur auriculaire, ou bien d'accidents thromboemboliques. Là, nous voyons donc sur cette image d'échocardiographie bidimensionnelle en parasternal grand axe, nous voyons une image de sténose mitrale, donc là avec les valves mitrales. Donc là, nous voyons les sigmoïdes aortiques qui sont fermés, donc nous sommes en diastole, et l'ouverture mitrale qui est très réduite, et nous voyons une oreillette gauche qui est dilatée, avec même en son sein une image un peu dense, témoin d'un contraste spontané, donc intra-auriculaire. Là, pareil, sur cette image d'échographie bidimensionnelle apicale 4 cavités, nous voyons donc le ventricule droit, l'oreillette droite, l'oreillette gauche qui est immense, vous voyez, qui prend toute cette cavité presque, et le ventricule gauche qui est un peu ratatiné, donc très petit. Vous voyez donc, là nous voyons, nous sommes en diastole parce que les valves sont ouvertes. Là nous voyons donc la sténose mitrale qui est très serrée, et au sein de la cavité auriculaire, nous avons donc cette image dense qui est en dynamique, et le témoin donc d'un contraste spontané intra-auriculaire gauche. Toujours également une image de sténose mitrale très serrée avec donc là nous voyons donc le ventricule gauche, l'oreille gauche qui est très dilatée, qui est ectasique, l'oreille droite que nous voyons là, le ventricule droit, et là nous avons donc une sténose mitrale très serrée avec même la constitution d'un thrombus au sein de l'oreille qui tapisse donc le fond de l'oreille gauche. Quel est l'impact socio-économique des cardiopathies rhumatismales dans nos pays? Il faut noter que cet impact est important et se situe à plusieurs endroits, à plusieurs niveaux. Il s'agit d'une affection qui touche les sujets jeunes, donc au plan professionnel, il y aura un impact professionnel, c'est pourquoi on parle de maladie professionnelle chez les enfants, mais également un retard scolaire important et professionnel. Donc surtout chez les enfants, à cause des multiples hospitalisations, des multiples consultations et des récidives donc, de cette cardiopathie rhumatismale. Mais également un impact financier, car le coût du traitement médical, là nous avons estimé en dehors des hospitalisations, donc le suivi moyen des enfants, le coût du traitement médical est d'environ 155 000 francs CFA, donc par an pour un enfant, en dehors des hospitalisations, mais également au plan chirurgical qui demeure donc un des traitements radicaux. À Dakar, le remplacement d'une seule valve coûte environ 3 millions CFA. À Abidjan, c'est à 5 millions 500. En France, le remplacement d'une seule valve avoisine les 15 millions de francs CFA. Et la commissurotomie percutanée, qui est une alternative, reste encore chère au plan matériel, mais est une technique qui n'est pas encore bien développée dans nos pays. Quelle est l'influence de l'environnement et des systèmes de santé sur les cardiopathies rhumatismales? Pour cela, il faut des déterminants, des effets et des résultats. Les déterminants sont représentés par les facteurs socio-économiques, les facteurs environnementaux, qui sont essentiellement le lit de ces cardiopathies rhumatismales. Il s'agit de la pauvreté, de la malnutrition, de la promiscuité, de la surpopulation et de l'insalubrité. Et quels sont ces effets? Donc, c'est la propagation rapide des infections par le streptocoque bêta-hémolysque du groupe A, mais également l'accès difficile aux soins sanitaires de base. Les résultats, c'est un nombre d'angines de gorge beaucoup plus important, une augmentation de l'incidence du rhumatisme articulaire aigu et des récidives. L'autre déterminant est représenté par un déficit en système de santé lié au budget insuffisant, à une mauvaise formation des agents de la santé, mais également à une population qui est mal informée. Et quel est le corollaire de ce déficit du système de santé?
c'est un mauvais diagnostic donc, de ces cardiopathie rhumatismale, déjà de l'angine, du rhumatisme articulaire, avant même la survenue des complications représentées par les cardiopathies rhumatismales, un mauvais traitement, une mauvaise prophylaxie secondaire, mais également une mauvaise compliance à la thérapeutique. Ceci va être engendré donc une augmentation de l'incidence du rhumatisme articulaire aigu et des récidives, notamment une première attaque qui est connue, une évolution qui est beaucoup plus sévère, une prophylaxie qui est tardive, mais également l'apparition ou la survenue de cas graves. L'autre élément également en rapport toujours avec ce déficit de système est une augmentation du nombre d'hospitalisations et le coût élevé de cette chirurgie. Qu'en est-il de la prise en charge du rhumatisme articulaire aigu? On avait dit au tout début que nous connaissons le germe, l'environnement et l'hôte. En effet, le germe est représenté par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. L'action à ce niveau est un traitement radical et énergique par une antibiothérapie efficace au minimum 10 jours par de l'amoxicilline, des angines de gorge par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Au niveau environnemental, caractérisé par la pauvreté et la promiscuité, il faut essayer, en accord avec les politiques, donc d'améliorer les conditions socio-économiques, mais également chez l'enfant qui représente l'hôte et qui est prédisposé, essayer donc de protéger, donc l'action c'est de protéger ces enfants par un traitement radical des angines, mais également par des campagnes d'information, d'éducation et de communication. Nous en arrivons maintenant à la prise en charge thérapeutique du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales. Le but, déjà, c'est de traiter une infection par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, de réduire les phénomènes inflammatoires et de traiter les complications. Nous allons l'aborder par un traitement du cœur rhumatismal aigu, ensuite du cœur rhumatismal chronique. Dans le cadre du cœur rhumatismal aigu, le traitement de la cardite rhumatismale repose sur des mesures hygiéno-diététiques, donc un régime sans sel ou bien un régime modérément salé, un repos au lit strict, mais seulement en cas d'insuffisance cardiaque, mais également un traitement de l'angine streptococcique, soit par de la pénicilline V, en général 400 000 à 800 000 unités internationales en injection intramusculaire pendant 10 jours, une benzatine pénicilline en dose unique chez les enfants de moins de 30 kg, en général 600 000 unités tous les 15 jours, tous les 15 à 30 jours dans le cadre prophylactique, entre 30 et 60 kg, 900 000 unités tous les 15 à 30 jours, et chez l'adulte ou l'enfant de plus de 60 kg, 1 200 000 tous les 15 à 30 jours, toujours en injection intramusculaire. Le traitement anti-inflammatoire dans le cadre de cette cardite repose essentiellement sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais essentiellement sur l'aspirine. Parfois, on a recours aux anti-inflammatoires stéroïdiens représentés par les corticoïdes. L'aspirine doit être donnée en dose d'attaque à raison de 100 mg par kilo et par jour en 4 prises, et ceci pendant 3 semaines. En dose d'entretien, 75 mg par kilo pendant 3 semaines. Quant aux corticoïdes, le traitement d'attaque c'est de 1,5 à 2 mg par kilo et par jour de prednisone pendant 3 semaines. Une dose d'entretien donc qui est dégressive sur 5 semaines. En cas de cardite, on préfère en général les corticoïdes qu'à l'aspirine. Dans certains cas, on peut être amené à associer les deux, corticoïdes et aspirine, mais il faut être très prudent du fait des effets secondaires assez importants, surtout les effets secondaires digestifs. Le traitement des complications représente sur donc, le diazépam et l'allopyridol en cas de chorée. En cas d'insuffisance cardiaque, c'est le régime DSOD, les digidalodiurétiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui entrent dans le cadre des vasodilatateurs, mais on peut donner également d'autres vasodilatateurs. Et quand le patient va être stable, l'administration de bêta-bloquants. Le traitement des troubles du rythme et des accidents thromboemboliques de l'endocardite. Les troubles du rythme, donc on donnera des antiarythmiques. En cas d'accident thromboembolique, on aura recours au traitement anticoagulant. Mais en cas d'endocardite qui représente une complication grave, c'est une antibiothérapie efficace double synergique injectable en intraveineux pendant au moins 4 à 6 semaines. Mais à terme,
il faut envisager la chirurgie chez ces patients. Qu'en est-il du traitement du cœur rhumatismal chronique? Le traitement médical repose sur les mesures hygiéno-diététiques. Le traitement digitalo-diurétique et vasodilatateur, donc qui représente un peu le traitement de l'insuffisance cardiaque, mais également le traitement des complications évolutives, comme on en a vu tout à l'heure. Il y a une technique qui permet de retarder la chirurgie et qui est représentée par la commissurotomie mitrale percutanée, qui a été décrite par Inoue. Il s'agit donc d'une technique qui permet de monter un ballonnet par voie veineuse, par la voie fémorale, et donc de transpercer le septum interauriculaire et d'aller dilater donc la valve mitrale. Et cette technique est essentiellement indiquée dans les sténoses mitrales à valve souple. Le traitement chirurgical donc, repose sur la commissurotomie mitrale qui peut être à cœur fermé ou bien à cœur ouvert, mais également le remplacement valvulaire mitral, et ce remplacement peut être fait soit par une bioprothèse, soit par une prothèse mécanique. Mais des questions sont à se poser dans nos contextes. Faut-il opérer en Afrique, oui ou non? D'une part, nous disons oui, mais il faut noter qu'en Afrique, il existe de rares centres. Et les rares centres sont représentés par l'Institut d'Abidjan, il y a à Dakar, mais également au Ghana. Et les cas opérables sont des cas accessibles, donc sont rarement retrouvés. La plastie est difficile dans nos contextes. En ce qui concerne les prothèses mécaniques, il existe des contraintes. Et les contraintes sont essentiellement représentées par l'anticoagulation, qui est une anticoagulation à vie, avec donc un double risque. Déjà, le risque lié à l'anticoagulation représenté par le risque hémorragique, mais également un risque de thrombose des prothèses, donc en cas de non-observance thérapeutique en ce qui concerne les anticoagulants. L'autre alternative est représentée toujours dans les remplacements valvulaires par les bioprothèses. En général, on ne préfère pas mettre des bioprothèses du fait de leur dégénérescence dans les 7 à 10 ans, et le coût de la chirurgie étant élevé dans nos contextes, une nouvelle intervention reste assez difficile. On peut dire également, faut-il opérer en Afrique? Non, car le coût est élevé quelle que soit la technique. Parfois le résultat est incomplet. On a recours des fois à la chirurgie palliative, et le plus souvent il s'agit de patients présentant une polyvalvulopathie évoluée avec des hypertensions artérielles pulmonaires sévères au niveau presque systémique, des complications infectieuses à type d'endocardite, mais également de pathologies associées, tout ceci qui grève le pronostic post-opératoire. Il faut insister en ce moment sur la prévention. La prévention d'abord secondaire, mais nous le verrons après, la prévention surtout primaire. La prévention secondaire, c'est l'amygdalectomie, un traitement et une avulsion des dents mortifiées en cas de rhumatisme cardiaque chronique pour éviter donc des complications, surtout les complications infectieuses. Prévenir les rechutes et les complications. Pour cela, il faut une pénicillothérapie au long cours à base d'extensiline, c'est-à-dire la benzatine pénicilline en injection intramusculaire, comme nous l'avons dit, chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 kg, 1 200 000 tous les 15 jours, voire tous les mois. Chez l'enfant de moins de 30 kg, 600 000 unités tous les 15 jours, voire tous les mois. Quant à la durée de cette benzatine pénicilline prophylaxie, donc, il s'agit le plus longtemps possible. Parfois, on peut être amené à avoir recours à la pénicilline orale en cas de traitement anticoagulant associé. Et cette pénicilline orale sera donnée chez l'enfant de moins de 30 kg à la dose de 150 mg 2 fois par jour, ou bien chez l'adulte ou l'enfant de plus de 30 kg, 500 mg 2 fois par jour. La prévention primaire, quant à elle, repose sur des mesures générales. Nous l'avons vu, nous connaissons les germes, nous connaissons l'environnement et l'autre. Il faut donc améliorer, c'est surtout l'environnement, intervenir à ce niveau, améliorer donc le niveau de vie des populations, insister sur l'éducation pour la santé, la prévention de la propagation des infections streptococciques dans les collectivités et une chimioprophylaxie. La chimioprophylaxie dont la base est un traitement symptomatique des angines streptococciques par des antibiotiques pendant 10 jours,
à défaut faire une injection d'extensiline. Et cette prévention primaire est efficace et l'efficacité a été prouvée. En effet, au Costa Rica, ça a permis une réduction de 90% donc, de survenue de rhumatisme articulaire aigu. Aux Antilles, ça a permis une réduction significative du coût, mais également de 500 000 dollars donc, par an sur 5 ans, ce qui représente chez nous 135 millions donc, de francs CFA. Mais également, a permis une couverture d'une population beaucoup plus importante, 300 000 enfants, mais de prévenir également 500 nouveaux cas, donc d'après les statistiques de l'OMS. Que faire en Afrique? Bien sûr, traiter quand la maladie est là. Mais également, il faut prévenir. Et la prévention passe par la lutte contre la pauvreté. Il faut faire intervenir en ce moment les politiques. La prévention également repose sur l'information, sur l'éducation, mais la sensibilisation. Il faut des programmes nationaux donc de lutte contre les cardiopathies, le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales. Ce programme, il faut noter qu'au Sénégal, ce programme existe, mais ce programme est confronté à un problème de financement, un problème de suivi et un problème d'évaluation. Mais c'est un programme qui existe, qui a été validé, mais qui n'est pas encore effectif du fait d'un manque de financement. Mais en fait, il faut toujours et il faut surtout une volonté politique. Nous vous remercions de votre aimable attention.